Lombard s'exprima lentement. Alors, nous nous sommes fichus dedans. Sur toute la ligne. Nous avons échafaudé de toutes pièces un drame hallucinant de superstition et de fantaisie. Tout cela à cause de la coïncidence de 2 décès. Et pourtant, reconnaissez-le, notre raisonnement tient debout, dit Armstrong d'une voix grave. Fichtre! Je suis médecin et je prétends m'y connaître en fait de suicide. Anthony Marston n'était pas le genre de type à se tuer. Ce ne pouvait pas être un accident ? S'enquit Lombard. Nullement convaincu, Blore haussa les épaules. Drôle d'accident, grommela-t-il. Puis, au bout d'un moment, il ajouta. En ce qui concerne la femme. Mrs. Rogers ? Oui. Sa mort à elle, en revanche, est peut-être accidentelle. Accidentelle ? Comment cela ? Demanda Lombard. Blore parut légèrement embarrassé. Son visage rougi brique prit une nuance plus sombre. Voyons, docteur, bredouilla-t-il. Vous lui aviez administré une drogue. Une drogue ? Expliquez-vous. Hier soir, vous avez dit vous-même que vous lui donneriez quelque chose pour dormir. Ah oui, un somnifère inoffensif. Qu'était-ce au juste ? Je lui ai fait avaler une très faible dose de Trional, une préparation absolument sans danger. Blore, sans pourprendre davantage, insista. Dites-moi, ne lui auriez-vous pas donné une dose trop forte de ce produit ? Non, que me chantez-vous là ? S'écria le médecin furieux. Blore ne se laissa pas démonter. Il est possible que vous ayez commis une erreur. Ces sortes d'accidents arrivent de temps à autre. Je n'ai pas commis d'erreur, trancha le médecin. Votre insinuation frôle le grotesque. Rouge de colère, Armstrong ajouta d'une voix mordante. Accusez-moi tout de suite d'avoir donné exprès à cette malheureuse une dose excessive de Trional. Philippe Lombard s'employa à les calmer. Allons, messieurs, un peu de sang-froid. Ne commençons pas à nous jeter les accusations à la tête. Je cherche simplement à savoir si le docteur Armstrong ne s'est pas trompé, répliqua Blore d'un ton maussade. Le médecin découvrit ses dents en un sourire sans joie. Un médecin ne peut se permettre des bévues de ce genre, mon ami. Ce ne serait pas la première que vous auriez commise, si j'en crois le disque de ce gramophone, prononça Blore en pesant ses mots. Armstrong pâlit. Philippe Lombard, furieux, s'en prit à Blore. Que signifie cette attitude agressive ? Nous sommes ici tous logés à la même enseigne, et nous devons nous soutenir. On pourrait aussi vous interroger sur cette petite affaire de parjure. Blore avança d'un pas, les poings crispés. Fichez-moi la paix avec cette histoire de parjure, répliqua-t-il d'une voix épaisse. Ce n'est qu'un ingénieux mensonge. Vous auriez beau faire, vous ne m'empêcherez pas de parler, monsieur Lombard. J'aurais même besoin de connaître l'explication de certains détails, précisément à votre sujet. À mon sujet ? Oui. Je voudrais bien que vous me disiez pourquoi vous portez un revolver sur vous, alors que vous venez ici simplement à titre d'invité. Non, vous êtes bien curieux, monsieur Blore. C'est mon droit, monsieur Lombard. À brûle-pourpoint, Philippe Lombard lui dit. Blore, vous n'êtes pas si bête que vous le paraissez. Peut-être, mais répondez-moi au sujet de ce revolver. Lombard sourit. Je l'ai apporté parce que je m'attendais à tomber dans un repère de brigands. Ce n'est pas ce que vous disiez hier soir, lui rétorqua Blore méfiant. Lombard hocha la tête. Hier, vous nous avez trompés. En un sens, oui, fit Lombard. Eh bien, maintenant, dites-nous la vérité. Je vous ai laissé croire que j'étais convié sur cette île comme la plupart des autres. Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, j'ai été pressenti par un petit juif, un nommé Maurice. Il m'a offert 100 guinées pour venir ici et ouvrir l'œil. Il a même ajouté que j'avais la réputation d'être un homme de ressources dans les cas difficiles. Et alors ? insista Blore. C'est tout, répondit Lombard en ricanant. Il vous en a certainement raconté plus long que ça, dit Armstrong. Non, je n'ai pu en tirer rien d'autre. C'est à prendre ou à laisser, m'a-t-il dit. Comme je me trouvais sans le sou, j'ai accepté. L'air incrédule, Blore lui demanda.
Pourquoi ne nous avoir pas mis au courant de tout cela hier? Lombard eut un haussement d'épaule éloquent. Mon cher, comment pouvais-je savoir si le petit incident du gramophone n'était pas précisément celui qui m'avait valu de venir ici? Je fais l'innocent, et je vous ai raconté une histoire qui ne me compromettait en rien. Maintenant, lui dit le docteur Armstrong d'un air narquois, vous voyez les choses sous un nouveau jour. Les traits de Lombard s'assombrirent. Oui, à présent je crois que je suis dans la même situation que vous. Les sanguinés en question étaient la patte que me tendait M. Owen pour m'attirer dans le piège avec les autres. Car nous sommes tous pris au piège, j'en jurerais. La mort de Mrs. Rogers, celle de Tony Marston, la disparition des petits nègres sur la table de la salle à manger, oui. La main de M. Owen est visible partout. Mais où diable se trouve ce M. Owen? En bas, un coup de gong solennel retentit. Il appelait les invités au déjeuner. Roger se tenait sur le seuil de la salle à manger. Comme les trois hommes descendaient l'escalier, il avança d'un pas ou deux et annonça d'une voix empreinte d'inquiétude. « J'espère que le déjeuner vous donnera satisfaction. Il y a du jambon froid, de la langue froide, et j'ai fait bouillir des pommes de terre. Il y a aussi du fromage, des biscuits et des fruits de conserve. » Ce menu me paraît tout à fait convenable. Vous avez donc beaucoup de vivres en réserve? Demanda Armstrong. Une grande quantité, monsieur. Surtout des conserves. Le garde-manger est bien garni. Cette précaution est indispensable sur une île qui peut, du jour au lendemain, rester isolée de la côte pour un temps indéfini. « Ah, c'est juste !» approuva Lombard. Tout en suivant les trois invités dans la salle à manger, Rogers murmura. « Il est regrettable que Fred Harracott ne soit pas venu ce matin. Quel fâcheux contretemps !»« Oui, vous pouvez le dire. Pour un contretemps, c'est vraiment un fâcheux contretemps, » renchérit Lombard. Miss Brent entra dans la pièce. Elle avait laissé échapper sa pelote de laine et l'enroulait soigneusement. En s'asseyant à table, elle remarqua. « Le temps change. Le vent se lève et il y a des moutons blancs sur la mer. » À son tour, le juge Wargrave fit son entrée d'un pas lent et mesuré. Sous ses sourcils broussailleux, il lançait de vifs coups d'œil vers les autres convives. « Votre matinée a bien été remplie, » leur dit-il avec, dans la voix, une note ironique. Vera Clayton pénétra en coup de vent. Elle paraissait essoufflée. « J'espère que vous ne m'attendiez pas, » s'empressa-t-elle de dire en manière d'excuse. « Suis-je en retard ?»« Vous n'êtes pas la dernière. Le général n'est pas encore là, » répondit Millie Brent. Tout le monde s'attabla et Roger s'adressa à Miss Brent. « Faut-il servir tout de suite, mademoiselle, ou voulez-vous encore attendre ?»« Le général MacArthur est assis au bord de l'eau, » leur dit Vera. « De cet endroit, je doute qu'il entende le gong. En tout cas... » Elle hésita. « Il n'a pas l'air dans son état normal aujourd'hui. »« Je cours lui annoncer que le déjeuner est prêt, » s'empressa Rogers. Le docteur Armstrong se leva d'un bond. « J'y vais, » dit-il. « Vous pouvez toujours commencer. » Il quitta la pièce. Derrière lui, la voix de Rogers s'élevait. « Mademoiselle, prendrez-vous de la langue ou du jambon ?» Les 5 invités assis autour de la table ne trouvaient rien à dire. Au dehors, des rafales de vent s'enflaient puis s'apaisaient. « Voilà la tempête qui se lève, » soupira Vera frissonnante. « Dans le train de Plymouth, je me trouvais avec un vieux bonhomme, » dit Blore, histoire d'alimenter la conversation. « Il ne cessait de me répéter que nous allions avoir une forte tempête. C'est drôle comme ces vieux marins savent prévoir le temps. » Rogers fit le tour de la table pour enlever les assiettes. Brusquement, la vaisselle en main, il s'arrêta et proféra d'une voix effrayée. « J'entends quelqu'un courir. » Tous entendaient, en effet, un bruit de pas précipité sur la terrasse. En cet instant même, tous devinèrent d'instinct ce qui était arrivé. D'un bond, tous se levèrent et regardèrent du côté de la porte. Le docteur Armstrong apparut hors d'haleine. Le général MacArthur !» balbutia-t-il. « Mort ?» Ce mot venait d'échapper des lèvres de Vera. « Oui, il est mort. »
confirma Armstrong. Puis il y eut un silence. Un long silence. Les 7 personnes réunies dans la pièce s'entre-regardèrent, incapables de prononcer une seule parole. L'orage éclata au moment où l'on transportait à l'intérieur de la maison le cadavre du général. Les autres invités se tenaient dans le vestibule. À ce moment, le vent se mit à siffler et à mugir. La pluie tomba brusquement à verse. Tandis que Blore et Armstrong montaient l'escalier, chargés de leurs fardeaux, Vera Claythorne se détourna soudain et pénétra dans la salle à manger déserte. Elle était apparemment telle qu'il l'avait quittée. L'entremets demeurait intact sur la desserte. Vera se dirigea vers la table. Quelques instants après, Rogers entra furtivement dans la pièce. Il sursauta en apercevant la jeune fille. Puis il la regarda d'un œil scrutateur et déclara « Miss, venez voir. » D'une voix dure qui la surprit elle-même, Vera prononça « Vous avez raison, Rogers. Constatez vous-même. Il n'en reste plus que 7. » On avait étendu le général MacArthur sur son lit. Après un dernier examen du corps, le docteur Armstrong quitta la chambre et descendit. Il trouva les autres réunis dans le salon. Miss Brent tricotait. Vera Claythorne, debout près de la fenêtre, regardait la pluie qui tombait avec violence. Les mains sur les genoux, Blore était carré dans un fauteuil. Lombard arpentait la pièce d'un pas nerveux. Au fond du salon, le juge Wargrave, les yeux à demi clos, était installé dans un large fauteuil. Il rouvrit ses paupières lorsque le médecin rentra et demanda d'une voix claire. « Eh bien, docteur ?» « Il ne s'agit nullement d'une crise cardiaque, » répondit Armstrong, très pâle. « MacArthur a été frappé à la nuque par une bouée de sauvetage ou quelque chose dans ce genre-là. » Un léger murmure s'éleva, mais une fois de plus on entendit la voix nette du juge. « Avez-vous trouvé l'instrument du crime ?»« Non. »« Pourtant, vous paraissez bien sûr de ce que vous avancez. »« Tout à fait sûr. »« À présent, nous savons exactement où nous en sommes. » déclara le juge Wargrave, très calme. Maintenant, plus de doute. Le vieux juge prenait en main la situation. Pendant la matinée, il était demeuré immobile dans son fauteuil d'osier, évitant tout déploiement d'activité. À présent, il assumait la direction de l'enquête avec toute l'autorité que lui conféraient ses longues années de pratique. Somme toute, il présidait au tribunal. S'éclaircissant la gorge, il reprit la parole. « Ce matin, messieurs, assis sur la terrasse, j'ai observé vos faits et gestes. Vos intentions ne me laissèrent aucune équivoque. Vous avez fouillé l'île à la recherche d'un assassin inconnu. »« C'est exact, monsieur, » confirma Philippe Lombard. Le juge poursuivit. « Vous êtes sans doute de mon avis concernant la mort d'Anthony Marston et celle de Mrs. Rogers. Elles ne sont pas accidentelles et ne sauraient être considérées comme des suicides. Vous êtes-vous également formé une opinion quant aux intentions de M. Owen en nous attirant sur cette île ?»« C'est un fou, c'est un cinglé !» éclata Blore d'une voix rauque. Le juge tout sauta. « C'est l'évidence même, mais cela ne change en rien les conséquences de ces actes. Tous nos efforts doivent tendre vers ce but, sauver nos existences. » « Je vous affirme qu'il n'y a personne sur l'île, » déclara le docteur Armstrong d'une voix tremblante. « Personne !» Le juge se caressa la joue. « Personne dans le sens où vous l'entendez, » dit-il doucement. « Moi-même, dès ce matin, je suis arrivé à cette conclusion, et j'aurais pu prédire l'inutilité de vos recherches. Néanmoins, je suis persuadé que M. Owen, pour lui donner le nom qu'il a lui-même choisi, se trouve dans l'île. J'en jurerais sur ma vie. Cet homme a décidé de châtier certains individus dont les fautes échappent au regard de la loi. Il ne dispose que d'un seul moyen pour mettre son plan à exécution. Se mêler à ses accusés. À mon avis, M. Owen est l'un de nous. »« Oh non, non !» Vera venait de protester d'une voix faible, comme un gémissement. Le juge tourna vers elle un regard pénétrant. « Ma chère demoiselle, » lui dit-il, « nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence des faits.
Le temps presse et nous courons tous un grave danger. L'un de nous est U.N. Owen, et nous ne savons qui. Des 10 personnes qui débarquèrent sur l'île, 3 sont définitivement hors de cause. Anthony Marston, Mrs. Rogers et le général MacArthur. Nous ne restons plus que 7, et l'un de ces 7 est, si je puis m'exprimer ainsi, un faux petit nègre. Il fit une pause et promena son regard autour de lui. Dois-je comprendre que vous partagez tous mon avis? C'est fantastique, déclara le docteur Armstrong. Mais peut-être avez-vous raison. Aucun doute à cela, dit Blore. et si vous voulez m'écouter, je puis vous suggérer une bonne idée. D'un geste rapide, le juge Wargrave l'arrêta. Nous verrons cela tout à l'heure. Coupa l'ancien magistrat. Pour l'instant, il m'importe de savoir que nous sommes d'accord sur ce premier point. Emily Brent, qui continuait de tricoter, acquiesça. Votre raisonnement me paraît tout à fait logique. Oui, un de nous est possédé du démon. Je me refuse à le croire, protesta Vera. Et vous, Lombard? Demanda Wargrave. Moi, je suis de votre avis, monsieur. Satisfait, le juge fit un signe de tête et ajouta. Maintenant, écoutons vos témoignages. Tout d'abord, faut-il suspecter quelqu'un en particulier? Monsieur Blore, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Blore respirait avec peine. Lombard possède sur lui un revolver, dit-il enfin. Hier soir, il nous a caché la vérité. Il le reconnaît, du reste. Philippe Lombard sourit dédaigneusement. Je crois prudent de m'expliquer encore une fois. Il le fit en termes brefs et succincts. Quelles preuves pouvez-vous nous fournir? Demanda Blore. Rien ne corrobore votre histoire. Le juge toussota. Hélas, nous sommes tous dans le même cas. On ne peut se baser que sur notre parole. Il se pencha en avant et poursuivit. Nul d'entre vous ne semble se rendre compte de cette situation extraordinaire. Pour ma part, je ne discerne qu'une manière de procéder. Y a-t-il parmi nous quelqu'un que nous puissions éliminer sur les témoignages en notre possession? Je suis un médecin très connu, s'empressa de répondre le docteur Armstrong. L'idée même que je puisse être l'objet d'un soupçon. D'un geste de la main, le juge arrêta l'orateur et, de sa voix aigrelette, déclara. Moi aussi, je suis un personnage très connu. Mais, cher monsieur, ce fait ne prouve rien du tout. Avant aujourd'hui, des médecins ont perdu la tête. Des magistrats sont devenus fous. Et aussi, ajouta-t-il en se tournant vers Blore, des policiers. Quoi qu'il en soit, intervint Lombard, je me plais à croire que les dames seront tenues en dehors de ces accusations. Le juge leva le sourcil et proféra de sa voix acide, si connue au tribunal. Dois-je en inférer que, selon vous, les femmes sont exemptes de la folie homicide? Évidemment, non, répliqua Lombard irrité. Toutefois, il me semble impossible que... Il se tut. Le juge Wargrave s'adressait au médecin. Docteur Armstrong, à votre avis, une femme possède-t-elle la force physique suffisante pour asséner le coup qui a tué le pauvre MacArthur? Le médecin répondit très calme. Parfaitement. Surtout si elle est armée de l'instrument voulu. Une massue ou une matraque en caoutchouc. Et cela n'exigerait pas de sa part un effort exagéré? Absolument pas. Le juge Wargrave tortilla son cou de tortue et poursuivit. Les 2 autres décès résultent de l'absorption d'un poison. Là, aucune discussion possible. Cet acte a pu être accompli par une personne ne possédant que le minimum de force physique. Mais vous perdez la tête! S'écria Vera avec colère. Lentement, le juge tourna les yeux vers elle. Il l'enveloppa d'un regard froid et impassible de l'homme habitué à juger les humains. Ce juge m'observe comme un sujet d'expérience, songea-t-elle. Et l'idée lui vint avec une réelle surprise. Il ne m'aime guère. Très maître de ses paroles, le juge lui conseilla. Ma chère mademoiselle, je vous en prie, essayez de dominer vos sentiments.
Je ne vous accuse pas. Il s'inclina vers Miss Brent. J'espère, Miss Brent, que vous ne vous sentez point offusquée par mon insistance à nous considérer tous, autant que nous sommes, également suspects. Emily Brent ne releva pas la tête du dessus de son tricot. L'idée que je puisse être accusé de la mort d'un de mes semblables, et à plus forte raison de la mort de 3 êtres humains, paraîtrait tout simplement grotesque à ceux qui connaissent mon caractère, répondit-elle d'un ton glacial. Mais je comprends la situation, étant donné que nous sommes ici tous étrangers les uns aux autres. Personne ne serait à l'abri des soupçons, et chacun doit fournir des preuves formelles de son innocence. Comme je viens de vous le dire, un monstre existe parmi nous. Ainsi nous sommes d'accord, dit le juge. Nous mènerons l'enquête sans exclusive aucune, et sans tenir compte du caractère moral et du rang social de chacun d'entre nous. Et en ce qui touche Rogers, demanda Lombard. Eh bien, Fit le juge sans baisser le regard. selon moi, Répliqua Lombard. Rogers devrait être biffé de la liste. pourquoi, je vous prie? D'abord, il manque de finesse pour accomplir un tel forfait. En outre, sa femme est la première victime. Une fois de plus, les sourcils broussailleux du juge se relevèrent. De mon temps, Rétorqua-t-il. j'ai vu des hommes amenés devant mon tribunal sous l'inculpation du meurtre de leur épouse. Et, avec preuve à l'appui, ils ont été reconnus coupables. Oh, je ne cherche pas à vous contredire. Qu'un homme tue sa femme entre dans le domaine des possibilités. C'est même naturel, ajouterai-je. Mais pas des maris du genre de Rogers. J'admettrais encore qu'il eût tué sa femme par crainte qu'elle le dénonçât, ou encore parce qu'il l'eût prise en aversion, et enfin pour se remarier avec un tendron. Mais je ne puis voir en lui l'énigmatique monsieur Owen, rendant la justice à sa façon et commençant par supprimer son épouse, pour un crime qu'ils auraient commis de connivence. Vous vous basez sur ce que vous avez entendu pour vous former une opinion à leur sujet. Fit observer le juge Wargrave. Or, nous ignorons si Rogers et sa femme ont perpétré le meurtre de leur maîtresse. L'accusation peut être fausse et n'avoir pour objet que de placer Rogers dans la même situation que nous autres. La terreur de Mrs. Rogers hier soir provenait peut-être du fait qu'elle se rendait compte du dérangement cérébral de son mari. Libre à vous de penser ainsi, dit Lombard. U.N. Owen est l'un de nous, et nous ne faisons point d'exception. Nous nous rangeons à votre avis. Je répète que je ne ferai aucune exception en raison de la moralité et de la situation de quiconque. À présent, il importe d'examiner le cas de chacun d'après les faits. En d'autres termes, y a-t-il parmi nous une ou plusieurs personnes qui n'auraient pu matériellement administrer du cyanure à Anthony Marston ou une trop forte dose de somnifère à Mrs. Rogers et frapper le coup qui a donné la mort au général MacArthur? La physionomie épaisse de Blore s'éclaira. Il se pencha en avant. « Voilà qui est bien parlé, monsieur, » déclara-t-il. « Allons au fond de l'affaire. Pour ce qui est du jeune Marston, je ne vois comment déterminer le coupable. On a déjà supposé que quelqu'un avait versé, du dehors, par la porte-fenêtre, le poison dans son verre, avant que Marston le remplît pour la dernière fois. Une personne se trouvant dans le salon aurait pu encore plus facilement effectuer cette opération. Je ne me souviens pas exactement si Rogers était dans la pièce à ce moment-là, mais tous les autres y étaient présents. Après un silence, il reprit. Occupons-nous maintenant du meurtre de Mrs. Rogers. Là, les deux principaux suspects sont le mari et le médecin. L'un comme l'autre avait toutes les facilités possibles. Tout tremblant, Armstrong se leva. « Je proteste. Cette insinuation est pour le moins inattendue. Je jure d'avoir administré à cette femme la dose de somnifère rigoureusement. »« Docteur Armstrong !» La voix du juge invitait le médecin à plus de pondération.
Le médecin s'interrompit au milieu de sa phrase, et Wargrave poursuivit. Votre indignation me paraît des plus naturelles. Mais admettez cependant que nous devons regarder les faits en face. Vous, ou Rogers, aviez toute facilité pour donner à Mrs. Rogers une dose mortelle. À présent, considérons la situation des autres invités. Quelle possibilité avions-nous, moi, l'inspecteur Blore, Miss Brent, Miss Clayton et Monsieur Lombard de lui verser un poison? L'un de nous peut-il vraiment être innocenté? Je ne le crois pas. Je ne me trouvais pas auprès de cette femme, s'écria Vera furieuse. Vous en êtes tous témoins. Le juge Wargrave réfléchit un instant. Autant que je me souvienne, voici comme tout cela s'est passé. Si par hasard je me trompais, je vous prie de bien vouloir rectifier mon erreur. Anthony Marston et M. Lombard transportèrent Mrs. Rogers sur le sofa, et le docteur Armstrong vint l'examiner. Il envoya Rogers chercher du brandy. Alors, nous nous inquiétâmes de savoir d'où provenait la voix accusatrice, et nous allâmes tous dans la pièce contiguë, à l'exception de Miss Brent, qui resta au salon, seule avec la femme évanouie. Le rouge monta aux joues d'Emily Brent. Elle posa son tricot. « C'est monstrueux !» déclara-t-elle. Implacable, la voix aigrelette du juge s'éleva. « Lorsque nous revînmes dans cette pièce, vous, Miss Brent, étiez penchée sur la femme étendue. »« La pitié est-elle donc un crime à vos yeux ?» répliqua Emily Brent. « Je me borne à établir les faits, » répondit Wargrave. « À ce moment-là, Rogers revenait avec le brandy, qu'il aurait pu droguer auparavant. Le verre d'alcool fut administré à la femme, et peu après son mari et le docteur Armstrong l'aidèrent à se coucher, et le médecin lui donna un sédatif. « Voilà ce qui s'est passé, » confirma Blore. « Le juge, M. Lombard, Miss Clayton et moi-même demeurons donc à l'abri de tout soupçon. » Il avait proféré ces paroles d'une voix triomphante. Le juge Wargrave, le toisant d'un œil glacial, murmura. « Vous croyez cela? Nous devons tenir compte de la moindre éventualité. » Blore ouvrit de grands yeux et repartit. Je ne vous saisis pas. Le juge Wargrave s'expliqua. De là-haut, dans sa chambre, Mrs. Rogers est étendue sur son lit. Le sédatif administré par le médecin commence à produire son effet. Elle est assoupie et sans volonté. Supposons qu'à ce moment quelqu'un soit venu lui apporter, disons, un comprimé ou une potion en lui disant « Le docteur veut que vous preniez ce médicament ». Doutez-vous un instant qu'elle ne l'eût avalé docilement sans même réfléchir? Il y eut un silence. Blore remua les pieds, et son front se rembrunit. Philippe Lombard prit la parole. « Je ne peux accepter cette version. Personne n'a quitté le salon plusieurs heures après que Mrs. Rogers eût été transportée à sa chambre. Il y a eu ensuite la mort foudroyante de Marston. » Le juge l'interrompit. « Quelqu'un a pu quitter sa chambre à coucher plus tard. »« Mais alors, Rogers se serait trouvé dans la chambre de sa femme !» objecta Blore. Le docteur Armstrong remua nerveusement. « Non, dit-il, Rogers est descendu pour desservir la table et ranger l'office. N'importe qui pouvait alors s'introduire dans la chambre de Mrs. Rogers, sans se faire voir. »« Voyons, docteur, corrigea Emily Brent. Cette femme eût alors été profondément endormie sous l'influence de la drogue que vous lui aviez fait boire. »« Oui, selon toute probabilité, mais on ne saurait l'affirmer. Si on n'a pas déjà prescrit un médicament à un patient, on ne peut prévoir la réaction qui s'opérera sur lui. Il s'écoule parfois un temps assez long avant qu'un somnifère produise son effet. Tout dépend du tempérament de l'individu. »« Vous nous dites ce que vous voulez, docteur, » insinua Lombard. De nouveau, le visage d'Armstrong s'assombrit de colère. Et une fois de plus, la petite voix aigre et froide arrêta la protestation sur les lèvres du médecin. « Les récriminations continuelles ne mènent à aucun résultat. Seuls importent les faits.
Chacun reconnaît volontiers qu'un de nous a pu, ainsi que je viens de l'exposer, monter dans la chambre de Mrs. Rogers. Cette hypothèse n'offre qu'une valeur relative, je vous l'accorde. L'apparition de Miss Brent ou de Miss Clayton auprès de la patiente n'eût éveillé chez elle aucune surprise, tandis que si moi, M. Blore ou M. Lombard nous étions présentés, notre visite eût paru insolite, mais n'eût sans doute provoqué aucun soupçon dans l'esprit de la femme. « Où tout cela nous mène-t-il » demanda Blore. Le juge Wargrave se caressa la lèvre et, de son air froid et impassible, déclara. « Nous venons d'étudier le second crime et d'établir le fait que personne d'entre nous ne peut être entièrement exempt de soupçons. » Il fit une pause. Tout sauta et reprit. « Arrivons-en maintenant à la mort du général MacArthur, survenue ce matin. Je prie ceux d'entre vous capables de fournir un alibi de l'exposer brièvement. Je reconnais moi-même n'avoir à produire aucun alibi plausible. Toute la matinée, je suis resté assis sur la terrasse, à méditer. J'ai passé en revue les singuliers événements qui se sont déroulés depuis hier soir dans l'île du Nègre. Je suis demeuré sur la terrasse, jusqu'au coup du gong du déjeuner. Mais il y eut, j'imagine, bien des moments où, personne ne s'inquiétant de moi, il m'eût été facile de descendre jusqu'à la mer, de tuer le général et de revenir prendre ma place dans mon fauteuil. Je vous affirme que je ne me suis pas absenté de la terrasse, mais vous n'avez que ma parole. En l'occurrence, cela ne suffit pas. Il faut des preuves. »« Moi, lança Blore, je me trouvais avec M. Lombard et le docteur Armstrong. Tous deux peuvent en témoigner. »« Vous êtes retourné à la maison pour chercher une corde » précisa le docteur Armstrong. « Parfaitement, » dit Blore. « Je n'ai fait qu'aller et venir, vous le savez fort bien. » Vous avez été plus long. Blore devint cramoisi. « Que diable insinuez-vous par là, docteur ?» Je dis seulement que vous avez été long à revenir, répéta Armstrong. « Il me fallait le temps de la trouver. On ne met pas la main en une minute sur un rouleau de corde. » Le juge Wargrave intervint. « Durant l'absence de l'inspecteur Blore, êtes-vous restés ensemble, M. Armstrong et Lombard ?»« Je cherchais le meilleur endroit pour envoyer sur la côte des signaux héliographiques. Je ne me suis absenté qu'une minute ou deux. » Approuvant d'un signe de tête, Armstrong déclara. « C'est exact, il n'est pas resté suffisamment de temps pour accomplir un assassinat, je vous le jure. »« L'un ou l'autre de vous deux a-t-il consulté sa montre ?» demanda le juge. « Ma foi, non. »« D'abord, je n'en porte pas, » ajouta Philippe Lombard. Le juge dit d'un ton monotone. « Une minute ou deux, c'est bien vague. » Il tourna ensuite la tête vers Miss Brent, qui, le buste toujours droit, tenait son tricot sur ses genoux. « Miss Brent, qu'avez-vous fait ce matin ?»« En compagnie de Miss Clayton, je suis monté au sommet de l'île. Ensuite, je me suis assis sur la terrasse pour me chauffer au soleil. »« Je ne me souviens pas vous avoir vu, » remarqua Wargrave. « Rien d'étonnant. Je me trouvais au coin de la maison à l'est, à l'abri du vent. »« Et vous y êtes demeuré jusqu'à l'heure du déjeuner ?»« Oui, monsieur. » « À votre tour, Miss Clayton. » D'une voix claire, Vera s'empressa de répondre. « Ce matin, je me suis promené, en effet, avec Miss Brent. Puis j'ai erré un peu partout dans l'île, et je me suis assise pour échanger quelques mots avec le général MacArthur. » Le juge Wargrave l'interrompit. « Quelle heure était-il à ce moment-là ?» Pour la première fois, la réponse de Vera demeura évasive. Je ne sais pas trop. À peu près 1 heure avant le déjeuner, ou un peu plus tôt. »« Était-ce avant ou après que nous lui avons parlé ?» demanda Blore. « Je l'ignore, en tout cas, je lui ai trouvé un air bizarre. »« En quel sens l'avez-vous jugé bizarre ?» insista le juge. « Il m'a dit que nous allions tous mourir, et qu'il attendait la fin. » répondit Vera à voix basse. « Il m'a effrayé. » Le juge acquiesça de la tête et continua. « Et après, qu'avez-vous fait ?» « Je suis rentré. Puis, tout de suite avant le lunch,
Je suis sorti de nouveau et je me suis rendu derrière la maison. Toute la journée, je me suis senti énervé à l'extrême. Le juge Wargrave se caressa le menton. Il ne me reste plus qu'à questionner Rogers. Je doute que son témoignage puisse ajouter quoi que ce soit à ce que nous connaissons déjà. Rogers, convoqué devant ce tribunal improvisé, n'avait pas grand-chose à dire. Toute la matinée, il s'était démené pour faire le ménage et préparer le repas. Avant de déjeuner, il avait porté des cocktails sur la terrasse. Puis il était monté dans les combles pour enlever ses effets de sa chambre et les transférer dans une autre pièce du premier étage. De toute la matinée, il n'avait pas jeté un coup d'œil par la fenêtre et, par conséquent, ne savait rien qui eût permis d'éclaircir le mystère de la mort du général MacArthur. En tout cas, il en jurait ses grands dieux. En mettant le couvert, il avait vu 8 petits nègres en porcelaine sur la table de la salle à manger. Lorsque le domestique eut achevé sa déposition, il se produisit un silence dans le salon. Le juge Wargrave s'éclaircit la voix, et Lombard murmura à l'oreille de Vera Clayton. « À présent, le juge va résumer nos dépositions. » En effet, Wargrave prononça. « Nous avons, avec toute notre compétence, enquêté sur les circonstances qui entourent les 3 décès qui nous occupent. Bien des probabilités se tournent contre certains des prévenus. Nous ne pouvons cependant déclarer de façon formelle les autres innocents de toute complicité. Je réitère de façon péremptoire mon affirmation que parmi les 7 personnes ici présentes, il existe un assassin dangereux et probablement fou. Rien ne nous laisse deviner qui est cette personne. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'envisager les mesures à prendre pour correspondre avec la côte et demander du secours. Si ce secours tardait, ce à quoi il faut s'attendre, étant donné les conditions atmosphériques, nous devrions prendre des dispositions en vue d'assurer notre sécurité. Je vous serai reconnaissant de réfléchir à ces questions et de me faire connaître vos suggestions. En attendant, je recommande à chacun de se tenir sur ses gardes. Jusqu'ici, la tâche de l'assassin a été très facile, puisque ses victimes ne se méfiaient pas. Désormais, le devoir nous commande de nous suspecter les uns les autres. Un homme averti en vaut 2. Ne prenez aucun risque et gare au danger. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. La séance est levée, ironisa Philippe Lombard. Croyez-vous que ce soit vrai ? Demanda Vera. Elle était assise sur la banquette près de la fenêtre du petit salon, en compagnie de Philippe Lombard. Dehors, la pluie tombait à verse et le vent soufflait en rafales contre les vitres. Philippe Lombard pencha légèrement la tête de côté avant de répondre. « Vous me demandez si, à mon avis, le vieux Wargrave ne se trompe pas lorsqu'il affirme qu'Owen est l'un de nous ?» ?»« Oui, c'est bien cela. » »« Eh bien, il est bien difficile de vous répondre. En toute logique, il a raison, et cependant... » Vera lui arracha les paroles des lèvres. « Et cependant, cela me semble tout à fait incroyable. » Philippe Lombard haussa les épaules. « Toute cette histoire est invraisemblable. Mais, après la mort de MacArthur, un point capital est élucidé. Et il ne s'agit plus d'accident ou de suicide, mais de meurtre. 3 meurtres jusqu'à présent. » Vera frémit. « On se figure vivre un cauchemar, » dit-elle. « Je continue à croire que pareilles choses sont impossibles. » »« Je vous comprends. Nous rêvons. Tout à l'heure, on frappera à notre porte et la servante entrera, nous apportant le thé sur un plateau. » »« Ah, si seulement vous disiez vrai !» s'exclama Vera. « Hélas !» ajouta gravement Philippe Lombard. « Nous sommes tous mêlés à cet affreux cauchemar. Et désormais, il faudra que nous nous tenions rudement sur nos gardes. » Baissant la voix, Vera dit à son compagnon. « Si c'est l'un d'eux, qui est-ce, selon vous ?» Philippe Lombard ricana soudain. « À ce que je constate, dit-il, vous faites exception pour nous 2. Je vous approuve. Je sais parfaitement que je ne suis pas l'assassin, et quant à vous, Vera,
Je vous crois saine d'esprit. Vous êtes même la jeune fille la plus intelligente et la plus sensée que je connaisse. Je le jure sur mon honneur. Merci, monsieur Lombard, répondit-elle avec un petit sourire malicieux. Voyons, Miss Clayton. N'allez-vous pas me retourner le compliment? Après une courte hésitation, Vera répondit. Vous aviez vous-même avoué que vous n'attachiez pas un caractère sacré à la vie humaine. Tout de même, je ne vous vois pas dictant ce disque de gramophone. Vous avez raison. Si je m'avisais de commettre un ou plusieurs crimes, ce serait seulement avec l'intention d'en tirer un profit. Ah, ces châtiments Cyril ne me disent rien qui vaille. Alors, c'est entendu. Nous nous éliminons nous-mêmes des listes des suspects, et concentrons notre attention sur nos 5 compagnons de geôle. Lequel d'entre eux est U.N. Owen? À vue de nez, et sans aucune preuve, je parierais pour Walgrave. Oh! S'exclama Vera toute surprise. Après un instant de réflexion, elle demanda. Pourquoi? Je ne saurais l'expliquer au juste. Tout d'abord, c'est un vieillard, et il a présidé les tribunaux pendant des années. Autrement dit, il a joué à Dieu le Père pendant un bon nombre de mois chaque année. Cette autorité intangible peut tourner la tête à plus d'un. Wargrave en est peut-être venu à se prendre pour le Tout-Puissant, détenteur de la vie et de la mort des humains. Son cerveau s'est détraqué et notre ancien magistrat, montant d'1 degré dans la hiérarchie judiciaire, se considère à la fois comme juge suprême et bourreau. C'est très possible, convint Vera. Et pour qui pariez-vous, mademoiselle? Sans hésiter, Vera répondit. Pour le docteur Armstrong. Lombard siffla d'étonnement. Le docteur? C'est le dernier à qui j'aurais pensé. Vera secoua la tête. Mais non! 2 des décès sont dus au poison. Voilà qui révèle la main d'un médecin. Ensuite, vous ne pouvez nier le fait que c'est le docteur Armstrong lui-même qui a administré à Mrs. Rogers un soporifique. En effet, admit Lombard. C'est vrai. Vera persista dans son accusation. Quand un médecin devient fou, il est très difficile de s'en rendre compte. Beaucoup d'entre eux se surmènent et ont le cerveau fatigué. D'accord, dit Philippe. Mais je ne crois pas qu'Armstrong aurait pu tuer le général MacArthur. Il n'en aurait pas eu le temps durant le court instant où je l'ai laissé seul. À moins, toutefois, qu'il n'ait filé comme un lièvre et soit revenu aussi vite. Or, son peu d'entraînement physique ne lui permet pas d'accomplir une telle prouesse. Vera ne se laissa pas démonter. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il a tué le général. Il en a eu l'occasion plus tard. Quand? Lorsqu'il est allé le chercher pour déjeuner. Philippe se mit à siffler doucement. Alors, vous croyez qu'il a fait son coup à cette heure-là? Eh bien, il a du sang-froid. Vera s'impatienta. Quel risque courait-il? Il est le seul parmi nous à posséder des connaissances médicales. Il peut jurer que la mort du général remonte à plus d'1 heure, et qui oserait le contredire? Philippe regarda la jeune fille d'un air pensif. Mes compliments, dit-il. Votre solution est des plus ingénieuses. Je me demande... Qui est l'assassin, monsieur Blore? Je voudrais bien le savoir. Qui est-ce? Rogers avait le front soucieux, et ses mains se crispaient sur la peau de chamois qu'il tenait. Mon garçon, répondit l'ex-inspecteur Blore. Je me pose moi-même cette question. Un de nous, a dit Walgrave. Lequel? Voilà ce que je désirerais savoir. Qui est ce démon à forme humaine? Nous aimerions tous percer ce mystère. Mais vous avez bien une idée, monsieur Blore? Peut-être, répondit Blore. J'ai des soupçons. Mais de là à avoir une certitude, il y a loin. Je peux me tromper, mais au cas contraire, la personne que je suspecte a du cran. Un cran de diable. Rogers épongea la sueur qui lui coulait du front. Cela ressemble à un cauchemar, dit-il d'une voix rauque. Et vous, Rogers, avez-vous quelques idées? Lui demanda Blore en le regardant d'un œil scrutateur. Le maître d'hôtel secoua la tête.
Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout, et voilà ce qui m'effraie le plus. Qui pourrais-je soupçonner? Il nous faut sortir d'ici. À tout prix! S'écria le docteur Armstrong, exaspéré. Le juge Wargrave regardait rêveusement par la fenêtre du fumoir. Il jouait avec le cordon de son lorgnon. « Je ne prétends pas, dit-il, prédire le temps qu'il fera. Mais il me semble peu probable qu'avant 24 heures, même si on connaît notre situation tragique, un bateau essaie de venir ici. Et encore, à condition que le vent tombe. » Le docteur Armstrong se prit la tête entre les mains. « En attendant, grommela-t-il, nous pouvons tous être assassinés dans nos lits. »« Je ne suis pas aussi pessimiste que vous, » répliqua le juge Wargrave. « Et je prendrai toutes les précautions possibles pour éviter un pareil malheur. » Le docteur Armstrong songea qu'un vieillard comme le juge s'accrochait beaucoup plus à l'existence que certains hommes moins âgés. Il avait souvent observé ce phénomène au cours de sa carrière d'un médecin. Lui-même comptait une 20aine d'années de moins que le magistrat, et son instinct de conservation paraissait moins aigu. Quant au juge Wargrave, il pensait « Assassinés dans nos lits. Ces médicastres se ressemblent tous. Ils n'ont aucune idée originale. »« Nous avons déjà 3 morts à déplorer, » reprit le médecin. « Certes, » lui dit Wargrave, « mais n'oubliez pas que ces victimes ont été prises au dépourvu, tandis que nous sommes avertis. » « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda amèrement Armstrong. « Tôt ou tard... » »« Moi, » dit le juge Wargrave, « j'envisage plusieurs mesures à prendre. » « Nous ne savons même pas de qui nous méfier. » Le juge se caressa le menton. « Je n'en dirai pas autant, » murmura-t-il. Armstrong le regarda bien en face. « Alors, vous sauriez ?»« En ce qui concerne les preuves proprement dites, indispensables devant un tribunal, » déclara le juge Wargrave avec prudence, « j'avoue ne pas en posséder. Cependant, si je passe en revue tous les faits, je distinguerai assez nettement le coupable. » « Je ne comprends pas, » s'exclama Armstrong, les yeux fixés sur le vieux juge. Miss Emily Brent s'était retirée dans sa chambre à coucher. Elle prit sa Bible et s'assit près de la fenêtre. La vieille fille ouvrit le livre pieux, puis, après une seconde d'hésitation, elle le posa et se rendit à sa table de toilette. D'un des tiroirs, elle sortit un petit calepin en couverture noire. Elle l'ouvrit et se mit à écrire. « Un affreux malheur vient de se produire. Le général MacArthur est mort. Son cousin était le mari d'Élise Macpherson. Aucun doute, il a été assassiné. Après le déjeuner, le juge nous a fait un petit discours extrêmement intéressant. Il est convaincu que l'un de nous est le coupable. En d'autres termes, l'un de nous est possédé du démon. J'en étais certaine. Qui cela peut-il être? Voilà la question que chacun se pose. Mais moi seul, je sais. » Elle demeura un instant immobile, ses yeux gris se voilaient. Le crayon tremblait entre ses doigts. Et elle écrivit en majuscules « La meurtrière se nomme Béatrice Taylor. » Elle ferma les paupières. Soudain, elle se réveilla en sursaut et regarda son carnet ouvert sur la table. Poussant une exclamation de colère, elle parcourut les lettres irrégulièrement tracées de la dernière phrase. Elle murmura à voix basse. « Pas possible. Est-ce moi qui ai écrit cela? Je dois certainement devenir folle. » La tempête faisait rage. Le vent hurlait autour de la maison. Tous étaient réunis dans le petit salon. Rassemblés l'un près de l'autre, ils s'observaient à la dérobée. Lorsque Rogers entra avec son plateau pour leur servir le thé, tout le monde sursauta. « Dois-je tirer les rideaux ?» proposa-t-il. « Ce serait moins triste. » Sur leur réponse affirmative, le domestique tira les rideaux et donna la lumière. La pièce s'égaya aussitôt. Les ombres s'étaient dissipées. Demain la tempête s'apaiserait et on viendrait. Un bateau surgirait. « Voulez-vous servir le thé, Miss Brent ?» demanda Vera Clayton. « Non, je vous en prie, chère amie, » répondit la vieille fille.
Faites-le vous-même. La théière est si lourde. En outre, j'ai perdu 2 écheveaux de ma laine grise, et cela m'ennuie. Vera s'approcha de la table à thé, et l'on entendit le joyeux tintement de la porcelaine. Tout paraissait reprendre son état normal. Le thé. Le thé de l'après-midi. Pour les Anglais, quel rite délicieux. Philippe Lombard risqua une remarque enjouée. Blore y répondit sur le même ton. Le docteur Armstrong raconta une anecdote amusante, et le juge Wargrave, qui, d'ordinaire, haïssait ce breuvage, le dégustait aujourd'hui avec un visible plaisir. Dans cette ambiance de détente générale, Rogers entra. Il avait une mine bouleversée, et bredouillait nerveusement. « Pardon, messieurs et mesdames, quelqu'un saurait-il où est passé le rideau de la salle de bain ?» Lombard leva brusquement la tête. « Le rideau de la salle de bain ? Que diantre nous chantez-vous là, Rogers ? » Il a disparu, monsieur. Il n'est plus à la fenêtre. Je faisais le tour des pièces pour tirer les rideaux, et celui de la salle de bain n'y est plus. Le juge Wargrave demanda. « S'y trouvait-il ce matin ?»« Oh, oui, monsieur. »« Quel genre de rideau était-ce ?»« En taffetas rouge imperméable. Il était assorti au carreau rouge, monsieur. »« Et il s'est envolé ?» s'enquit Lombard. « Oui, monsieur. Il est parti. » Les invités s'entre-regardèrent. « Ma foi, après tout, qu'importe » dit lentement Blore. « Cette disparition est insensée. Comme tout ici, d'ailleurs. Mais ne nous inquiétons pas. On ne peut pas tuer quelqu'un avec un rideau de taffetas. Pensons à autre chose. »« Bien, monsieur, » dit Rogers. « Merci. » Le domestique quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Dans le salon, la peur s'installait à nouveau, et une fois de plus, les invités s'observaient à la dérobée. L'heure du dîner arriva. On expédia le repas, composé principalement de conserves, et la table fut rapidement débarrassée. Ensuite, dans le salon régna une tension insupportable. À 9 heures, Emily Brent se leva. « Je monte me coucher, » annonça-t-elle. « Moi aussi, » dit Vera. Les 2 femmes gravirent l'escalier, accompagnées de Lombard et de Blore. Sur le palier, les 2 hommes regardèrent Vera Clayton et Emily Brent, qui entraient dans leur chambre. Ils entendirent ensuite le bruit de 2 verrous qu'on tirait et de 2 clés tournées à l'intérieur. « Pas besoin de leur recommander de s'enfermer à clé. » ricana Blore. « En tout cas, les voilà en sécurité pour la nuit. » répartit Lombard. Il redescendit, et l'autre le suivit. Les 4 hommes se retirèrent dans leur chambre 1 heure plus tard. Ils montèrent ensemble. Rogers, de la salle à manger où il préparait la table pour le petit déjeuner du lendemain, les regarda monter. Il les entendit s'arrêter sur le premier palier. La voix du juge s'éleva. « Inutile de vous conseiller, messieurs, de bien fermer vos portes. »« Et surtout, n'oubliez pas de placer une chaise sous la poignée. » crut bon d'ajouter Blore. « On peut crocheter une porte de l'extérieur. »« Mon cher Blore, » lui dit Lombard. « Vous êtes vraiment trop savant pour nous. »« Bonne nuit, messieurs. » proféra le juge, d'une voix grave. « Je souhaite que nous nous retrouvions tous sains et saufs demain matin. » Roger sortit de la salle à manger et monta lentement l'escalier. Il vit 4 formes humaines disparaître derrière 4 portes, entendit 4 tours de clé et le bruit de 4 verrous. « Voilà une bonne précaution, » murmura-t-il. Il redescendit dans la salle à manger. Maintenant, tout était prêt pour le lendemain. Son œil s'attarda sur le surtout placé au centre de la table, et il compta 7 petits nègres de porcelaine. Un rictus crispa son visage. « Je veillerai à ce que personne ne joue de farce cette nuit. » Traversant la pièce, il ferma à clé la porte donnant sur l'office. Puis il passa dans le vestibule par l'autre porte qu'il ferma également, et fourra la clé dans sa poche. Ensuite, il éteignit les lumières et d'un pas leste, gagna sa nouvelle chambre à coucher. Là se trouvait une seule cachette possible, la grande armoire, qu'il fouilla sans tarder. Puis, fermant la porte à clé et au verrou, Roger se disposa à se coucher.
Cette nuit, personne ne touchera au petit nègre, se dit-il en lui-même. J'ai pris mes précautions. Ce matin-là, Philippe Lombard se réveilla à l'aube, selon son habitude. S'appuyant sur le coude, il prêta l'oreille. Le vent, quelque peu calmé, soufflait toujours. Il n'entendit plus le bruit de la pluie. À 8 heures, le vent reprit de la violence. Mais Lombard s'était rendormi. À 9h30, assis au bord de son lit, il consulta son réveil, puis ses lèvres se retroussèrent et découvrirent ses dents en un sourire qui évoquait une grimace de loup. « Il est grand temps de mettre un terme à tous ces crimes, » murmura-t-il. À 10h moins 25, il frappa à la porte de Blore, fermée à clé. L'ex-inspecteur de police vint lui ouvrir avec prudence. Il avait encore les cheveux tout ébouriffés et les paupières lourdes de sommeil. « Vous faites à ce que je vois le tour du cadran ?» lui dit Philippe Lombard, d'un ton aimable. « C'est l'indice d'une conscience tranquille. » « Que se passe-t-il donc ?» demanda Blore. « On n'est pas venu vous réveiller et vous apporter le thé. Savez-vous l'heure ?» Blore détourna la tête et regarda une pendulette de voyage posée sur sa table de chevet. 10h moins 20, répondit-il. Je n'aurais pas cru dormir si longtemps. Où est Rogers ? Je vous répondrai par la même question, lui dit Lombard. Que dites-vous là ? Tout simplement que Rogers manque à l'appel. Il n'est ni dans sa chambre ni à l'office. Et il n'y a pas de bouilloire sur le fourneau. Pas même de feu allumé dans la cuisine. Blore étouffa un juron. Où diable peut-il être ? Il doit sûrement rôder dans l'île. Attendez que j'enfile mes vêtements. Pendant ce temps, voyez donc si les autres sont au courant. Philippe Lombard se dirigea vers les portes closes. Il trouva le docteur Armstrong levé et presque prêt. Le juge Wargrave, tout comme Blore, dut être arraché du sommeil. Vera Clayton était toute prête à descendre. Quant à Emily Brent, elle n'était pas dans sa chambre. Le petit groupe fit l'inspection de la maison. La chambre de Rogers, ainsi que l'avait dit Lombard, était vide. Le lit défait, le rasoir, l'éponge et le savon étaient encore tout humides. Rogers s'est levé comme d'habitude, constata Lombard. Ne pensez-vous pas qu'il se cache dans un coin et nous guette ? Demanda Vera d'une voix basse, tout en essayant de cacher son émotion. Ma chère amie, lui dit Lombard, rien ne peut plus me surprendre. Nous ferions bien de nous serrer les coudes tant que nous ne l'aurons pas retrouvé. À mon avis, déclara le docteur Armstrong, il va qu'à quelques besognes dans l'île. Blore, tout habillé mais pas encore rasé, les rejoignit. Où est Miss Brent ? demanda-t-il. Encore un mystère. Comme ils arrivaient dans le vestibule, Emily Brent entra par la grande porte. Elle portait un imperméable. La mer est grosse ce matin, annonça-t-elle. Je doute qu'un bateau puisse toucher l'île aujourd'hui. Vous vous êtes promenée seule dans l'île, Miss Brent ? demanda Blore à la vieille demoiselle. Vous êtes vraiment d'une imprudence inqualifiable. Rassurez-vous, monsieur Blore, répliqua Emily Brent. Je me suis tenu sur mes gardes et j'ai bien ouvert l'œil. Vous n'avez pas vu Rogers quelque part ? Rogers ? Miss Brent leva le sourcil. Non, je ne l'ai pas vu ce matin. Pourquoi ? Le juge Wargrave, rasé de près, correctement vêtu et son atelier bien en place, descendait lentement l'escalier. Il se dirigea vers la porte ouverte de la salle à manger et constata. Ah ! La table est mise pour le petit déjeuner. Rogers a dû le préparer hier soir, fit observer Lombard. Tous entrèrent dans la pièce et contemplèrent les assiettes et l'argenterie disposée avec un ordre méticuleux. La rangée de tasses et de soucoupes sur la desserte et les rondelles de feutre attendant les pots de café et de lait bouillant. Vera s'en aperçut la première. Elle saisit le juge par le bras, et la violence de son geste fit sourciller le vieillard. La jeune fille s'exclama. « Les petits nègres ! Regardez !» Il n'en restait que 6 au centre de la table. On le retrouva quelque temps après dans la buanderie de l'autre côté de la cour. Il avait cassé du bois pour faire du feu dans la cuisine, et tenait encore en main la hachette.
Une hache, plus forte et massive, était appuyée contre la porte. Son tranchant, souillé de rouge sombre, n'expliquait que trop la profonde blessure béante dans le crâne de Rogers. « C'est extrêmement simple, » dit le docteur Armstrong. Le meurtrier s'est glissé par derrière, a levé la lourde hache, et la laissé retomber sur la tête de Rogers au moment où celui-ci se penchait. Blore examinait le manche de la hache et, le saupoudrant de farine tamisée, rechercha les empreintes digitales. Pour asséner un pareil coup, l'assassin devait-il être doué d'une grande force physique ? Demanda le juge Wargrave au docteur Armstrong. Une femme en eût été capable, répondit Armstrong très sérieux. Le médecin jeta un rapide coup d'œil autour de lui. Vera Clayton et Emily Brent étaient allées dans la cuisine. Il poursuivit. La jeune fille encore plus aisément, car elle est taillée en athlète. Quant à Miss Brent, elle paraît fragile, mais ce genre de femme possède d'ordinaire une grande force nerveuse. Souvenez-vous, de surcroît, qu'une personne atteinte de folie peut déployer une somme d'énergie insoupçonnée. Pensivement, le juge hocha de la tête. Blore, agenouillé, se releva en poussant un soupir. Pas la moindre empreinte digitale. L'assassin a pris la précaution d'essuyer le manche après son crime. Un éclat de rire retentit. Tous se retournèrent aussitôt. Vera Clayton se tenait debout au milieu de la cour, secouée d'un accès d'hilarité. Elle criait d'une voix aiguë. « Élève-t-on des abeilles dans cette île ? Dites-moi, où l'on va chercher le miel ?» Ils la regardèrent sans comprendre. On eût dit que cette jeune personne, si bien équilibrée, devenait folle sous leurs yeux. Elle continua, hurlant à tue-tête. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Vous me prenez pour une folle, hein ? Ma question n'a rien d'extravagant. Des abeilles, des ruches, des abeilles. Vous ne saisissez pas ? Vous n'avez donc pas lu la chanson de Nourrice ? Elle est pourtant suspendue dans vos chambres à coucher afin que vous l'étudiez. Si nous avions réfléchi une seconde, nous serions venus tout droit à la buanderie où Rogers coupait son bois. 7 petits nègres cassaient du bois avec une hachette. Et la strophe suivante, oh, je connais toute la chanson par cœur. 6 petits nègres jouèrent avec une ruche. Voilà pourquoi je vous demande si on élève des abeilles dans cette île. Oh, que c'est drôle. Mon Dieu, que c'est drôle. De nouveau éclata son rire dément. Le docteur Armstrong leva la main et la gifla. Elle haleta, eut un hoquet et avala sa salive. Après un instant d'immobilité, elle prononça. « Merci, docteur. À présent, je me sens très bien. » Sa voix était redevenue calme. Miss Vera Clayton reprenait son attitude pondérée de professeur de culture physique. Elle fit demi-tour et se dirigea vers la cuisine en disant « Miss Brent et moi, nous allons vous préparer le petit déjeuner. Pourriez-vous nous apporter quelques morceaux de bois pour allumer le feu ?» Les doigts du médecin avaient laissé des traces rouges sur la joue de Vera. Comme elle disparaissait dans la cuisine, Blore dit à Armstrong. « À la bonne heure, docteur. Vous n'y allez pas de main morte. » « Il le fallait, » répondit le médecin en manière d'excuse. « Nous avons déjà assez d'ennuis sans avoir à nous occuper des crises nerveuses. »« Oh, Miss Clayton n'a rien d'une hystérique, » objecta Philippe Lombard. « Non, au contraire, » dit Armstrong. « Je vois en elle une jeune fille très saine de corps et d'esprit, mais avec toutes ces émotions violentes, cela pourrait arriver à n'importe qui. » Rogers avait débité un petit tas de bois avant d'avoir été assassiné. Ils le ramassèrent et le portèrent dans la cuisine, où s'affairaient Emily Brent et Vera Clayton. Miss Brent vidait les cendres du fourneau, et Vera, à l'aide d'un couteau, détachait la couenne du lard fumé. « Merci bien, messieurs, » dit Emily aux 2 hommes qui lui remettaient le combustible. « Nous allons nous hâter. D'ici une demi-heure ou 3/4 d'heure, tout sera prêt, mais s'il faut d'abord faire bouillir l'eau. » « Savez-vous ce que je pense ?» demanda l'ex-inspecteur Blore à Philippe Lombard, d'une voix rauque. « Du moment que vous allez me le dire, inutile de me creuser la cervelle pour le deviner. »
répliqua Lombard en riant. L'ex-inspecteur Blore était un homme sérieux, inaccessible à la plaisanterie. Sans sourciller, il poursuivit. Cela me rappelle une affaire qui s'est passée en Amérique. Un vieux monsieur et sa femme furent tués à coups de hache. Le drame avait eu lieu au cours de la matinée, et il n'y avait personne dans la maison à part leur fille et la bonne. Il fut démontré à l'enquête que celle-ci ne pouvait avoir commis le crime. Quant à la fille, c'était une célibataire d'un âge mûr et d'excellente réputation. On la reconnut également innocente. Et jamais on ne découvrit le coupable. Cette histoire m'est revenue à l'esprit à la vue de la hache et de la vieille fille si calme dans la cuisine. Elle n'a pas bronché. Quant à la jeune, quoi de plus naturel que cette crise nerveuse? N'êtes-vous pas de mon avis? Peut-être, répondit laconiquement Philippe Lombard. Mais l'autre, Continua Blore. si précieuse et si soignée dans son tablier. Le tablier de Mrs. Rogers, sans doute, et nous disant « Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure environ ». Si vous voulez connaître mon opinion, cette femme est folle alliée. Quantité de vieilles filles finissent de cette façon. Je ne veux pas dire qu'elles sont prises de manie homicide, mais elles perdent la tête. Je commence à croire que Miss Brent, atteinte de folie mystique, s'imagine être l'instrument de Dieu, ou quelque chose de ce genre. Dans sa chambre, elle est toujours en train de lire la Bible. Philippe Lombard poussa un soupir. Ce n'est pas là une preuve de déséquilibre mental. Mais l'ex-inspecteur s'obstina. Ce matin, elle est sortie en imperméable. Elle nous a dit qu'elle était allée voir la mer. Lombard secoua la tête. Rogers a été tué pendant qu'il cassait son bois, c'est-à-dire à la première heure, dès son lever. Miss Brent n'avait nul besoin d'aller se promener dans l'île des heures après le crime. Croyez-moi, l'assassin de Rogers s'est arrangé pour qu'on le trouve ce matin, ronflant dans son lit. Je vous ferai remarquer, monsieur Lombard, rétorqua Blore, que si Miss Brent était innocente, elle eût été effrayée d'errer seule dans l'île si elle l'a fait. C'est qu'elle n'a rien à redouter de personne. Donc, c'est elle, la criminelle. Ce raisonnement a sa valeur, dit Lombard. Je n'y avais pas songé. Il ajouta avec un ricanement. Je suis heureux de constater que vous ne me suspectez plus. Non, tout d'abord je vous ai soupçonné, répondit Blore un peu confus. Ce revolver, l'étrange histoire que vous nous avez racontée, ou plutôt que vous nous avez cachée. Maintenant, je me rends compte que votre innocence ne fait aucun doute. Il fit une pause et ajouta. J'espère que vous éprouvez les mêmes sentiments à mon égard. Je peux me tromper, mais je ne vous crois pas suffisamment doué d'imagination pour perpétrer tant de forfaits, répondit Lombard méditatif. Tout ce que je puis dire, c'est que si vous êtes le coupable, j'admire votre admirable talent de comédien, et vous tire mon chapeau. Il baissa la voix. Entre nous, Blore. Et, puisqu'avant la fin de la journée nous serons probablement 2 cadavres, avouez-le, vous avez trempé dans cette affaire de faux témoignages? Très gêné, Blore répondit enfin. À présent, cela importe peu. Eh bien, oui. Blandor était innocent, la bande de filous m'avait menacé, et j'ai dû le faire coffrer pour 1 an. Ceci est tout à fait confidentiel. Je ne l'aurais jamais dit. Devant témoin, acheva Lombard en ricanant. Soyez tranquille. Cela n'ira pas plus loin. Du moins, j'espère que vous avez touché la forte somme pour ce service. L'affaire ne m'a pas rapporté autant que je comptais. Les Purcell étaient une bande de rapias. Cependant, j'ai obtenu mon avancement. Et Landor a écopé de travaux forcés à perpétuité, et il est mort en prison. Pouvais-je savoir qu'il allait mourir? Fit Blore. Non, voilà votre déveine. Ma déveine? La sienne, plutôt. La vôtre aussi, parce que, comme résultat, il semble que votre vie va être écourtée de façon désagréable. Blore le regarda fixement. Non, mais des fois, vous figurez-vous que je vais me laisser faire comme Rogers et les autres? Pas moi. Soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. Après tout, je ne veux rien parier, répliqua Lombard. D'autant plus que, si vous mourrez,
Je ne serai pas payé. Qu'est-ce que vous me chantez là, monsieur Lombard? Philippe Lombard eut son habituel sourire cynique. Je vous dis, mon cher Blore, que vous n'avez aucune chance d'échapper à votre destin. Quoi? Votre manque d'imagination fait de vous une cible vivante. Un criminel aussi fort que U.N. Owen vous prendra dans ses filets au moment qui lui plaira. Le visage de Blore s'empourpra. Et vous, monsieur Lombard? Demanda-t-il furieux. Les traits de Philippe Lombard se durcirent. Moi, je suis un homme de ressources. Je me suis déjà trouvé dans des impasses dangereuses, et j'en suis toujours sorti indemne. Je pense m'en tirer cette fois encore. Je n'en dirai pas davantage. Les œufs étaient dans la poêle à frire. Vera, qui faisait griller du pain, pensa en elle-même. Pourquoi ai-je ainsi piqué une crise de nerfs? Je me suis rendu ridicule. J'ai commis là une erreur. Du calme, ma petite, du calme. Jusque-là, elle s'était targuée de conserver toujours sa tête froide. Miss Clayton avait fait preuve d'un remarquable sang-froid. Sans hésiter, elle s'était jetée à l'eau pour porter secours au jeune Cyril. Pourquoi évoquer ce souvenir? Tout cela était le passé. Le passé. Cyril avait disparu longtemps avant qu'elle eût atteint le rocher. Elle avait senti le courant l'emmener et la pousser vers la mer. Elle s'était laissée porter par lui, nageant sans hâte, flottant pour ainsi dire. Et enfin le canot de sauvetage était arrivé. On avait loué son courage et son sang-froid. Tous, à l'exception de Hugo. Hugo s'était contenté de la regarder dans les yeux. Oh, comme elle souffrait en pensant à Hugo, même après si longtemps. Où était-il? Que faisait-il? Était-il fiancé? Marié? Emily Brent la rappela à la réalité. Vera, le pain est en train de brûler. En effet, Miss Brent, excusez-moi, quel étourdi je fais. Emily Brent enleva de la poêle brûlante le dernier œuf. Piquant un nouveau morceau de pain sur la fourchette à toast, Vera remarqua. Vous êtes d'un calme étonnant, Miss Brent. On m'a appris dans ma jeunesse à demeurer maîtresse de mes nerfs et à ne jamais faire d'embarras, répondit Emily Brent pincée. Refoulée dès l'enfance, songea Vera machinalement. Cela en dit long. Alors, vous n'avez pas peur, Miss Brent? Demanda-t-elle à haute voix. Elle fit une pause et ajouta. Ou bien vous ne craignez pas de mourir? Mourir? Emily Brent eut la sensation qu'une petite vrille très pointue lui transperçait le cerveau. Mourir? Les autres mouraient, mais pas elle. Emily Brent. Cette Vera ne comprenait rien. Les Brent n'avaient jamais eu peur. Tous ses parents étaient au service du roi et affrontaient la mort sans broncher. Ils menaient une vie droite, tout comme elle, Emily Brent. Elle n'avait rien fait dont elle eût à rougir, et, cela va de soi, elle n'allait pas mourir. Le Seigneur veille sur les siens, ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui frappe le jour. On était en plein jour. La lumière chassait les fantômes. Aucun de nous ne quittera cette île. Qui donc avait proféré ces paroles? Le général MacArthur, dont le cousin avait épousé Elsie Macpherson. Il ne paraissait pas se tourmenter outre mesure, et accueillait même cette idée avec sérénité. C'était impie de sa part. Certains font si peu de cas de la mort qu'ils suppriment eux-mêmes leur existence. Béatrice Taylor. Cette nuit, elle avait rêvé de Béatrice. Elle la voyait à sa fenêtre, le visage appuyé contre la vitre, et suppliant qu'on la laissât entrer. Mais Émilie l'avait laissée dehors. Si elle lui avait donné accès dans sa chambre, un malheur serait arrivé. Émilie frémit soudain. Elle reprenait ses esprits. Sa jeune compagne la considérait d'un œil étrange. « Tout est prêt, n'est-ce pas ?» dit-elle vivement. « Eh bien, nous allons servir le déjeuner. » Ce petit déjeuner sortait de l'ordinaire. Chacun se montra extrêmement prévenant envers son voisin. « Miss Brent, puis-je vous servir du café ?»« Miss Clayton, voulez-vous une tranche de jambon ?»« Encore une rôtie ?» Il y avait là 6 personnes, toutes apparemment normales et maîtresses d'elles-mêmes. Mais en leur fort intérieur,
Les pensées tournaient comme des écureuils dans une cage. À qui le tour? À qui le tour? Qui et comment? Le coup réussira-t-il cette fois-ci? Je me le demande. Le jeu en vaut la chandelle? Si on m'en donne le temps. Mon Dieu, me laissera-t-on le temps? Folie mystique, c'est sûrement cela. En la regardant, jamais on ne se douterait. Et si je me trompais? C'est fou, absolument fou. Moi-même, je perds la tête. Ma laine disparue? Les rideaux de taffetas rouge? Cela n'a aucun sens. Je n'y vois goutte. Cette espèce de crétin, il a avalé tout ce que je lui ai raconté. Attention, cependant. 6 petits nègres en porcelaine. Il n'en reste que 6. Combien y en aura-t-il ce soir? Pour qui le dernier œuf? Un peu de marmelade? Merci, un peu de gâteau. Ils étaient 6 au petit déjeuner. Et tous se comportaient comme des êtres normaux.